c'est une idée, je sais pas comment j'ai pu l'avoir. En fait, vendre sur Amazon. Donc, je vais te dire comment je l'ai écrit exactement. Boîte des choses qui peuvent servir un jour, mais on sait pas. Et en gros, c'est totalement débile, mais en fait, c'est vendre sur Amazon une boîte où en gros, tu peux mettre tous les petits objets à la con, tu sais pas vraiment à quoi ça sert, ou tu sais pas si ça te sert plus tard, mais tu veux pas les jeter non plus, quoi. Et donc avoir une boîte dédiée à ça. Ça s'appelle une boîte à chaussures. Ah, bah voilà. Pourquoi t'as besoin d'une boîte spéciale? Après ça, c'est une question de marketing. Donc. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui parle tellement bien d'anglais qu'on fait des anglicismes à toutes les phrases. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr et je dois avouer que je suis le principal responsable à ce niveau-là. 90% du temps, même 95% du temps, je parle anglais. D'ailleurs, ce podcast, c'est un des rares moments où je parle français, donc je suis pas... Peu à peu, je perds mon français. Et on est content de t'aider à pratiquer ta langue maternelle. Donc aujourd'hui, on parle justement des compétences entrepreneuriales fondamentales dont l'anglais fait partie. Donc on va parler à la fois des compétences que vous pouvez acquérir, que vous pouvez apprendre, mais aussi des traits de caractère que nous, on voit comme indispensables dans nos activités et dans l'activité de la plupart des entrepreneurs qui nous entourent. Avant de commencer, comme toujours, la compétence fondamentale pour un podcasteur, c'est de vous demander des évaluations iTunes. Donc voilà, si vous avez 1 minute et 32 secondes à nous consacrer, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com et puis cliquer sur le petit lien qui vous mène vers iTunes et nous laisser une évaluation sympathique. Nous, ça nous aide énormément à être placés sur iTunes dans les rankings et à toucher de plus en plus de monde. Donc aujourd'hui, on parle des compétences fondamentales des entrepreneurs. Paul, et quelle est pour toi la première compétence dont tu as envie de parler aujourd'hui ? J'ai envie de parler du copywriting. C'est quelque chose à laquelle je me suis intéressé trop tard. Et je pense que les gens ont cette idée que le copywriting, ça sert juste pour vendre un infoproduit ou pour vendre un produit physique. Mais c'est vraiment partout. Si vous voulez récupérer des emails, c'est là. Par exemple, pour ce qui est le petit texte de description. Avant de commencer, est-ce que tu peux définir exactement ce qu'est copywriting au cas où les gens ne sont pas familiers avec le terme ? En gros, c'est écrire des textes pour convaincre. Clairement, c'est ça, c'est D'accord. Convaincre pour faire en sorte que les gens fassent l'action que vous voulez qu'ils fassent. C'est vraiment le but du copywriting. Donc ça peut servir à vendre, ça peut servir à ce que la personne rende son email, ça peut servir, par exemple, sur Google, vous avez la petite description pour un article, ça peut servir à ce que les gens cliquent sur votre site plutôt que quelqu'un d'autre. C'est vraiment, c'est à tous les niveaux et vous retrouvez toujours ça, quoi. Je vois pas vraiment de business où ça servirait à rien. Et je me suis intéressé un peu trop tard, justement, et depuis, j'essaie d'apprendre beaucoup à ce niveau-là. Et le problème avec le copywriting, c'est que vous pouvez lire tout ce que vous voulez sur le sujet. Tant que vous vous entraînez pas, ça vaut pas grand-chose. Il faut s'entraîner, mettre en application ce que vous avez lu, et peu à peu, vous allez vous améliorer. Et c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie, je pense. Donc, parle-nous par exemple tu nous dis que tu t'es mis au copywriting assez tard. Parle-nous de quelque chose que tu as perdu ou que tu as fait trop tard ou une lacune que tu as eue pendant un certain temps. Est-ce que tu as un exemple concret de ça ? J'ai un exemple très concret, c'est par exemple sur mon premier site d'autorité. Pour récupérer les emails, je mettais un truc du type soyez notifié quand un article sort, tu vois. Ce qui est très faible comme proposition et ce qui n'est pas convaincant, ce qui n'est pas impactant. Un autre truc assez récent que j'ai réalisé, c'est que je mettais beaucoup la phrase « n'hésitez pas à ». Et « n'hésitez pas », c'est vachement faible en fait. En fait, de manière générale, c'est ce que, notamment je pense en tant que Français, on a facilement tendance à utiliser ce qui est le plus doux possible, ce qui est le plus gentil possible. Mais c'est pas forcément ce qui appelle à l'action. Donc il faut des fois être un peu plus agressif et justement utiliser les mécanismes qu'on a à notre disposition pour convaincre et persuader les gens.
Donc essentiellement, c'est la différence entre dire rendez-vous sur notre site et laissez-nous une évaluation, et dire n'hésitez pas à nous laisser une évaluation. D'abord, pourquoi est-ce que les gens auraient hésité à faire ça? C'est pas très clair, mais effectivement, le fait de pouvoir faire une demande directe, de faire un appel à l'action direct, sera plus efficace. Et comme tu le dis, ben, moi, je viens d'une école assez traditionnelle en termes de copywriting. Donc, voilà, je suis d'accord avec toi que c'est vraiment très important. Moi, ça a construit mon premier business, le copywriting, où principalement, voilà, il fallait écrire des pages de vente, il fallait écrire des vidéos de vente, il fallait faire des argumentaires de vente assez complexes. Mais ça se retrouve à tous les niveaux, que ce soit voilà, dans un formulaire, dans un article même. Tu vois, quand tu vas rédiger un article, le fait d'avoir cette mentalité de copywriting, c'est-à-dire de comprendre la psychologie humaine, comment les gens traitent les informations, comment capter l'attention, comment maintenir l'attention au fil du temps, et comment permettre à la fin aux gens de faire une action particulière, d'acheter ton produit ou de s'inscrire à ta liste. Le fait d'avoir étudié ces mécanismes-là, c'est vraiment utile. Est-ce que toi, tu as une façon particulière que tu as utilisée pour pratiquer le copywriting? Ce que j'ai fait, notamment, j'ai lu pas mal de livres sur copywriting, donc tu les connais par cœur, moi je les connais pas par cœur. Sur Evernote, en fait, j'essaie justement de garder tous les principes, tous les trucs qui m'ont vraiment intéressé. Et après, ce que je faisais, c'est que j'écrivais une page de vente du mieux que je pouvais. Et après, je regardais ma liste et je regardais ce que j'avais incorporé et où est-ce que j'aurais pu mettre plus, justement, pour essayer de convaincre. Et peu à peu, en retravaillant la page de vente, j'arrivais à un meilleur résultat. Et après, en fait, tout ça devient de plus en plus naturel. Et maintenant, j'ai moins d'efforts à faire, moins d'efforts conscients à faire. Et naturellement, je vais incorporer tous les mécanismes, justement, qui sont efficaces. Moi, une des choses que je fais beaucoup et que les copywriters, disons, plus traditionnels font toujours, c'est ce qu'on appelle swipe. Donc en gros, tu vas copier ce que les autres font. Donc moi, je le mets dans mon Evernote. Donc quand je vois une page de vente qui est intéressante, je la capture dans mon Evernote. Quand je vois un formulaire qui est avec une formulation intéressante, je le mets. Quand je vois un pop-up intéressant, quand je vois, tu vois, un titre d'article intéressant, je vais capturer comme ça beaucoup de choses dans mon Evernote. Ça me permet de construire une base de données de choses qui sont intéressantes, persuasives, d'angles intéressants à utiliser, qui peuvent être réutilisés plus tard ou utilisés comme exemple dans un article, etc. Et le fait de construire, tu vois, cette base de données, c'est quelque chose qui peut être utile à épuiser quand tu as besoin d'inspiration, quand tu cherches un nouvel angle. En particulier, comme moi, je mets en place pas mal de split tests. Donc, on va tester différentes versions d'un même appel à l'action. Le fait d'avoir pas mal d'inspiration te permet de trouver des nouvelles idées de choses à tester. Effectivement, c'est pas quelque chose que je fais forcément. Mais toi, du coup, tu les réécris mot pour mot. C'est ça, je suis pas sûr d'avoir compris. Non, je capture. Souvent, je fais des screenshots. Par exemple, je fais une capture d'écran et je le mets dans mon Evernote où je vais utiliser le plugin Evernote dans mon navigateur pour capturer une page entière si la page entière m'intéresse sur une page de vente. Ou parfois, je fais un copier-coller de certaines phrases qui m'intéressent ou tu vois, d'un pop-up, je vais faire une capture d'écran. Enfin, c'est ça, tu vois, je vais juste mettre le truc dans un dossier et ensuite le taguer de façon correcte pour après pouvoir le retrouver. Donc, si je cherche... ok, qu'est-ce qu'on a vu comme application intéressante de la scarcity sur un pop-up? Ça, je peux retrouver, tu vois, en tapant les mots-clés. Ah, c'est intéressant ça. Mais par contre, j'ai entendu qu'il y en a certains carrément, ce qu'ils font, c'est qu'ils réécrivent à la main. Peut-être que j'ai même Tu l'as probablement entendu chez moi, c'était dans un de mes podcasts récents. Ouais. Donc là, par contre, si tu as vraiment envie d'écrire des lettres de vente, des pages de vente, etc., donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver des pages de vente ou des lettres de vente souvent assez anciennes, qui ont très bien fonctionné, et on va les réécrire à la main. Et la raison pour laquelle tu réécris ça à la main, c'est parce que ça te permet d'intégrer dans tes neurones miroirs, plus ou moins, le rythme de la page et la façon dont il formule les phrases et le vocabulaire qui est utilisé et l'ordre des différents éléments. Est-ce que ça a été efficace pour toi ou pas? Moi, ça a été très efficace pour moi. D'accord. Dans le sens que ça m'a permis de gagner le rythme d'une page de vente. Puisque si tu veux faire une page de vente qui est longue, donc là, je te parle de trucs qui vont prendre 20 minutes, une demi-heure à lire, tu vois. Et c'est une page de vente. Il faut que les gens restent sur ta page de vente pendant une demi-heure. Il faut que tu sois vraiment fort en termes de capter l'attention, d'avoir un rythme avec des exemples, des histoires, des éléments visuels, etc., que tu puisses tout maintenir. Et le fait de copier ces pages m'a permis de gagner ce sens, tu vois, du rythme. Donc c'est comme, tu vois, si tu devais écrire un film, on sait tous à quoi ressemble une scène, mais comment est-ce que les différentes scènes vont se succéder et comment est-ce que le rythme global du film et comment est-ce que les différentes parties s'emboîtent les unes avec les autres. Et si tu veux vraiment comprendre cette structure-là, il faut que tu fasses l'effort conscient d'aller le disséquer et d'aller comprendre comment les différents éléments interagissent les uns avec les autres. Et le fait de l'écrire à la main, bah,
bah, ça va te prendre 2 heures et demie de copier une page de vente. Donc, tu vois, souvent, tu le fais sur plusieurs jours, mais ça te donne un sens de comment cette page de vente très longue pour un produit assez complexe a fait avancer ces différents arguments et comment est-ce qu'ils équilibrent les choses. Et tu vois, tu peux pas faire autrement que de comprendre vraiment les différentes parties. Et là, tu dis, ah ok, là, il est en train de passer de la partie attention à la partie intérêt. Là, il passe à la partie désir. Là, il fait son premier call to action. Là, il ajoute de la preuve sociale. Tu vois, de comprendre vraiment pourquoi est-ce que les différents éléments sont là où ils sont. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté. Tu vois, c'est vraiment sur le fait de pouvoir construire. Je vais t'arrêter parce que je sais que tu peux en parler pendant des heures. T'as raison de m'arrêter, t'as raison. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vais faire juste un petit appel à l'action. Vas-y. J'ai fait un podcast sur marketingmania.fr que vous pouvez retrouver avec un mec qui s'appelle Thomas Gobo, qui est un pote à moi, qui est aussi un copywriter. Et si vous voulez m'entendre parler avec un autre copywriter de trucs comme ça pendant 50 minutes et de voir toute cette histoire de copier les pages à la main, c'est l'émission que vous pouvez aller écouter parce que là, je pense qu'on va pas en parler plus que ça. Et c'est très intéressant, je confirme, j'ai écouté, c'était très bien. La deuxième compétence essentielle, et bizarrement, je pense que contrairement à ce que les gens pensent, l'anglais, c'est pas très important pour voyager. Même avec un anglais un peu pourri, vous pouvez vous en sortir, ça ira. Par contre, en termes de business, si vous comprenez pas l'anglais, vous passez à côté c'est monstrueux. Tout le contenu qui est en anglais, qui est excellent, vous passez à côté totalement. C'est un gâchis incroyable. Maintenant, le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous-même, c'est partir d'un pays anglo-saxon et y vivre pendant 6 mois. Je vois vraiment... notamment, par exemple, si on parle du web marketing, honnêtement, la majorité des formations payantes, c'est juste du réchauffé anglais que vous pouvez trouver gratuitement. Sûrement encore meilleur. De manière générale, toute la partie anglophone est une mine d'informations. Si vous ne parlez pas anglais, vous vous privez de ça, pour moi, c'est une catastrophe en tout cas. Pour quelqu'un qui aujourd'hui a fait de l'anglais au lycée à un niveau basique, tu vois, où il peut commander sa bouffe, etc., mais il se sent pas confortable pour aller lire un bouquin, pour aller écouter un podcast, quelle méthode tu conseillerais pour en arriver à un endroit où on est capable de comprendre un film, par exemple, sans sous-titres? Alors moi, j'ai eu un cas particulier. Attention, je raconte ma vie un peu. C'est qu'en gros, j'ai vécu en Angleterre de 6 à 9 ans. Et en fait, quand je suis revenu, j'ai pas du tout parlé anglais et en une année, j'ai tout perdu. Genre, c'était à toute vitesse. J'étais pas bilingue, mais j'étais très bon en anglais à 9 ans. Et en une année, j'ai tout perdu. Et après, ce que je voulais en fait à mes 18 ans, c'est partir en Angleterre, faire mes études. Et ce que j'ai fait quand j'étais au lycée, toutes mes années de lycée, donc de 15 ans à 18 ans, tous les soirs, je regardais un film en anglais. Peu importe si les sous-titres sont français, si vous avez besoin de sous-titres français ou sous-titres anglais, on s'en fout, c'est pas très important. L'important, c'est que vous entendiez de l'anglais. Plus, c'est pas vraiment un effort, c'est regarder un film, c'est regarder une série, c'est quand même un plaisir. Vous faites ça pendant 2 heures chaque soir, même en 2-3 mois, vous avez déjà un niveau correct, quoi. Et ouais, c'est un truc plutôt sans effort et qui est assez génial. Alors moi, je connais des gens qui regardent depuis 30 ans des films en anglais sous-titrés en français et qui n'ont pas du tout progressé. Après, ça dépend des personnes, j'avoue que l'échantillon, moi, ça a parfaitement fonctionné en tout cas. Donc moi, en l'occurrence, j'ai fait quelque chose d'assez similaire à toi, donc je pense qu'on va rester dans la même dynamique. Sauf que moi, j'avais pas passé de temps en Angleterre et je m'étais vraiment donné 2 ans pour devenir plus ou moins bilingue. Et donc, ce que j'ai fait, c'est après la même chose, sauf que j'étais plus méthodique. C'est-à-dire que j'ai commencé avec les sous-titres français. Après, j'étais passé aux sous-titres anglais. Après, j'étais passé sans sous-titres. Tu vois, en 2 ans, j'ai fait cette transition-là. L'idée ici étant que à chaque fois que tu fais la transition entre, disons, les sous-titres français et les sous-titres anglais, tu vas perdre de la compréhension. Et donc, pendant 3-4 mois, tu vas galérer. Et donc, ça sera inconfortable. Et tu dois l'accepter, en fait. Ouais, il faut pousser cet inconfort, tu vois, pendant les périodes de transition. Mais si tu es prêt à faire ça, moi, j'ai fait ça moi-même et j'ai mis plusieurs autres personnes, en particulier mon frère, sur ce programme-là et ça marche vraiment. Donc, il faut pousser la période d'inconfort. Mais ensuite, bah, tout d'un coup, quand tu peux voir un film avec des sous-titres anglais, c'est top, quoi. Ça veut dire que maintenant tu comprends tout en anglais, tu peux lire un bouquin et la seule chose qui te reste à avoir, c'est avoir l'oreille, de pouvoir comprendre exactement les accents chelous, surtout si il y a un mec qui est un peu écossais ou un texan qui ont des accents un peu étranges. Après, justement, c'est ça la différence, c'est qu'après, vivre dans un pays anglo-saxon, c'est encore différent. Parce que moi, en l'occurrence, par exemple, en anglais, j'ai eu 19 au bac. Donc, je me le considérais, j'avais eu peut-être 8 à IELTS, donc 8 sur 9. Donc, normalement, j'étais censé avoir un très bon niveau. Donc à 18 ans, je suis arrivé en Angleterre pour faire ma licence. Clairement, j'ai compris que j'étais pas aussi bon que je pensais. Et notamment quand tu te retrouves dans un environnement totalement français, un environnement totalement anglais, ton cerveau, il pète des câbles. Enfin, c'est assez lourd.
Donc je pense que l'étape au-dessus, c'est vraiment vivre dans un pays anglo-saxon, de parler de parler anglais tous les jours, d'écouter de l'anglais tous les jours, de s'immerger totalement, en fait, vraiment. Mais bien sûr, le truc, c'est que c'est compliqué de s'immerger si vous n'avez pas déjà des bases après correctes, parce que là, vous allez vous retrouver totalement isolé, en fait. Mais après, l'étape au-dessus, c'est de s'immerger, et c'est là que vous allez vraiment atteindre un niveau assez proche de bilingue. Ouais. Dis-moi, t'as toujours un accent français? Alors moi, j'ai un accent très particulier, j'ai un accent à moitié, à moitié français, à moitié aussi, du coup, anglais, parce que j'ai vécu pendant 3 ans en Angleterre, du coup, de 18 à 21 ans. Ça dépend des sons, en fait. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est que en Asie, par exemple aux Philippines, si vous voulez vous faire comprendre, le mieux, c'est d'avoir un accent américain. Ils vous comprennent. Si vous partez d'un accent anglais, ça passe encore. Si vous avez un accent français, c'est la fin du monde. Vu qu'ils ont pas tellement, ils consomment beaucoup de médias américains, ils comprennent bien. Mais dès que vous partez dans des accents un peu différents, ça passe plus trop. Et de manière générale, faut essayer d'avoir l'accent le plus neutre possible pour se faire comprendre. C'est ça en Asie. Le truc, c'est que notamment en Asie, ça sert à rien de parler très bien anglais en fait. Faut juste utiliser des mots, avoir un peu le vocabulaire, utiliser les mots et essayer de faire en sorte qu'ils soient aussi compréhensibles les mots que possible. Il n'y a pas besoin de partir avec des phrases sophistiquées, ça sert à rien du tout. Ok. Parlons de la compétence suivante que tu avais notée, Excel. Alors ça, c'est un gros complexe que j'ai. C'est qu'il y a plein de cas où je me dis, putain, si je pouvais faire, notamment dans l'e-commerce, je pense que c'est plus particulièrement adapté à l'e-commerce. Putain, si je savais bien gérer Excel, je pourrais faire des trucs géniaux. Notamment, j'ai mon père qui est très très bon avec Excel, il fait des trucs hallucinants avec Excel. Et je pense sérieusement me mettre à un séjour, peut-être passer une semaine à me former sur Excel et apprendre tout ce que je peux apprendre. Parce que je me trouve toujours bloqué par ça. Je pense que pour analyser beaucoup de chiffres, pour justement... je pense que Excel, c'est un outil... là aussi qui ne va pas bouger. Excel, ça existe depuis 20 ans, c'est le standard. Tout ce que tu peux faire avec, à mon avis, dans le 40 ans, ce sera toujours le standard. Personne n'a envie de switcher, il n'y a pas vraiment de concurrent. Il y a Google Spreadsheet, mais en fait, c'est une copie d'Excel en réalité. Mais du coup, je pense que Excel, c'est un truc, c'est une compétence alors, fondamentale, est-ce que j'exagère un peu, mais qui vaut le coup d'être acquise et qui servira sur le long terme. Alors moi, je me sers surtout de Excel pour faire des trucs basiques, des calculs avec des pourcentages, etc. Explique-moi, dans quelle situation est-ce que toi, tu sens que tu as une lacune dans ce domaine-là? Mais en fait, on se rend pas compte, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec Excel, c'est hallucinant. Moi, justement, c'est parce que j'ai pu voir mon père ce qu'il faisait avec Excel. Tu peux faire des jeux vidéo avec Excel, c'est totalement absurde. Moi, en l'occurrence, par exemple, pour mes campagnes commerciales, c'est pour ça, c'est campagne de publicité, ce serait idéal si j'avais un macro, parce qu'en fait, ce qu'on peut faire avec Excel, c'est des macros, en fait. C'est des mini intelligence artificielle, si on veut. Très mini, hein. Ça dépend ce que tu veux en faire, mais ça peut... Et donc, du coup, tu mets ta série de chiffres, tu mets tes données, et en gros, on te ressort un résultat qui est lisible et tu sais quelle action faire basée sur ces données-là, en fait. Et ça, je trouve que c'est une puissance assez énorme. Pour l'instant, moi, je suis un peu perdu dans toutes mes données. J'ai du mal à savoir où j'en suis. Et si j'étais plus compétent avec Excel, je pense que ça aiderait à ce niveau-là. Il y a pas mal de formations que tu peux trouver sur Internet dans ce domaine-là, que j'ai pas faites. Mais effectivement, ça fait partie de ces programmes qui sont super riches. C'est comme Photoshop, où tout le monde sait utiliser les versions de base, mais il y a beaucoup de fonctions derrière qui peuvent être assez intéressantes à apprendre. Moi, j'avais appris un peu à faire les macros quand j'étais en école, et il y a pas mal de choses que tu peux faire. Au final, je m'en servais pas vraiment, donc j'ai un peu oublié. Mais voilà, c'est tout à fait apprenable. Passons à la compétence suivante. Ce que je notais, c'est la communication, en particulier la communication. Ah non, t'as loupé la écrite. mienne. Attends, on J'ai a dit qu'on loupé. faisait dans l'ordre, Ok. il déconne totalement. J'en ai loupé une, parce qu'elle était notée à côté. Donc, t'as noté, tout noté. Exactement, en fait. Et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte assez rapidement. Il y a 2 grandes raisons pour lesquelles il faut noter tout ce à quoi vous pensez, il faut le noter. La première raison, c'est que vous surestimez votre mémoire sur le long terme. C'est systématique, vous vous dites ça, ce truc-là, je viens d'y penser, je l'oublierai pas, c'est sûr. Et puis le lendemain, vous savez même plus que ça existe. C'est ça la tragédie, c'est des fois, vous pouvez avoir une idée. Déjà, le lendemain, ne plus savoir se rappeler l'idée, ça peut être un peu ennuyeux. Mais le pire, c'est que vous pouvez totalement oublier que vous avez eu l'idée de base. Et du coup, vous savez même pas que vous l'avez oublié. Ça a genre disparu. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, de manière générale, surestimez pas votre mémoire. Ça prend 2 secondes de noter votre truc sur votre note, ça reste là. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Je pense que beaucoup de gens, c'est un peu une question d'ego. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent tout mémoriser. Vous pouvez pas... spontanément, on n'est pas spécialement bête et pourtant on note tout. Et c'est la majorité des gens font comme ça et ils notent tout ce qu'il y a à noter. La deuxième chose, c'est que ça vous décharge l'esprit. Ça vous décharge le cerveau.
C'est-à-dire que si vous notez quelque chose, vous pouvez considérer, ok, ce truc-là, j'y pense plus. C'est noté. Si vous venez d'avoir une idée, vous le notez, vous reviendrez dessus plus tard. Si vous venez de penser à un truc qu'il faut corriger dans votre business, vous le notez, vous reviendrez plus tard. Ça vous évite de jongler avec des centaines d'idées dans votre cerveau constamment, ce qui du coup peut un peu affecter justement votre capacité de concentration parce que vous êtes toujours en train de penser à 2000 choses. Donc je pense qu'il faut avoir cet esprit. Je note ça sur Evernote, j'y pense plus, on reviendra dessus plus tard, ça fait plus partie de mon existence pour le moment. Et ça, moi, ça m'a énormément aidé. Et de cette manière, c'est aussi à ça que ça sert une to-do list. To-do list, c'est vous notez ce que vous avez à faire, vous y pensez plus, et ce sera à faire plus tard. Et moi, je sais pas si toi, ça t'a beaucoup aidé, mais moi, j'étais quelqu'un qui prenait jamais de notes, qui pensait que je pouvais me souvenir de tout. Et je me suis beaucoup trompé, et je suis content d'avoir fait le changement et maintenant de systématiquement noter tout ce qu'il y a à noter. Est-ce que tu as une méthode particulière pour soit organiser, soit aller revoir tes notes? Ou est-ce que tu jettes tout dans Evernote et tu espères qu'un jour tu retomberas dessus? Il y a différentes choses en fait. On va dire, il y a les actions à faire. Donc je peux penser, putain, ça j'ai oublié, ça faudrait que je le fasse pour. Toi, même je peux penser par exemple un truc tout con, mais je viens de voir une astuce à propos d'Amazon FBA et il faut que je la mette en place sur mes listings, toi. Bah, hop, je vais le mettre dans la to-do list. Par contre, par exemple, si effectivement je viens de lire, comme on a dit, je lis un livre de copywriting et je vois des principes intéressants, ça je copie-colle sur Evernote justement dans une note globale par rapport à ça. Et je reviendrai sûrement dessus plus tard, soit quand je suis en train de rédiger un truc, soit quand j'ai envie d'y réfléchir. Donc ça dépend vraiment le type de pensée. Des fois j'ai des idées, parce que j'ai un dossier qui s'appelle je s'appelle les idées long terme. Alors attends, je peux sortir parce que ça peut être marrant vite fait. J'ai des trucs totalement... Coloniser Mars. Mais non, des trucs totalement... Et en fait, des trucs que je filtre pas, quoi. J'ai un truc... ok. Ça, c'est un bon exemple, quoi. Vas-y. J'ai eu comme idée un thé en sachet, tu vois, et qui soit directement sucré. Parce que je trouve ça con que quand tu prends ton thé, tu dois mettre le sachet, puis tu dois prendre le sucre. Et des fois, dans les hôtels, tu vois, ils donnent pas assez de sucre. Donc, du coup, tu as 4 sachets de thé, tu as 2 sachets de sucre et il te manque du sucre après. Donc, toi, si tu as un thé en sachet qui est directement sucré, tu mets ton petit sachet, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Toi, c'est le genre de trucs totalement que je réaliserai jamais, mais je me dis, on sait jamais, dans 10 ans, c'est peut-être l'idée de génie et ça peut fonctionner, quoi. Toi, un autre truc, par exemple, aussi un peu bizarre, un site de cadeaux pour adolescents. Alors, ça existe déjà sûrement, hein, mais en fait, en gros, je pense qu'il y a beaucoup de... J'ai remarqué notamment dans mon cas, parce que justement, les produits que je vends, c'est plutôt c'est entre 16, 20, 25 ans. Peut-être même ça consomme un peu plus jeune. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui tombent des fois sur les produits en cherchant cadeaux adolescents. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de grand-mères ou d'oncles qui savent pas quoi offrir à leur gamin qui a 12-13 ans, ils savent pas trop ce qui l'intéresse. Et du coup, avoir une boutique, rien que pour ça, où tu as des cadeaux que les adolescents probablement apprécieront, quoi. Tu pourrais même, mon idée c'était même rentrer, tu sais, tu remplis un formulaire, il a cet âge, il est plutôt intéressé par ça, il est plutôt machin truc, c'est un garçon, c'est une fille, et ça te donnerait des propositions de cadeaux. Toi, ce genre de truc, c'est quand même lointain, quoi. Et j'ai pas fait d'études de marché, ça se trouve ça existe déjà, ça se trouve il y a même pas de demande, mais j'essaie je le note, comme ça, c'est sympa. Je pense que l'important quand tu notes ce genre d'idée, c'est de pas noter uniquement l'idée du siècle, quoi. Faut pas trop te censurer en disant écoute, je sais pas si l'idée va marcher, etc. Tu mets tout dans un truc. Et souvent, moi, ce que j'ai noté, c'est que les idées individuelles que j'ai sont pas forcément très bonnes, mais parfois elles se combinent de façon intéressante. Donc en fait, je note tout, tu vois, si j'ai vu un truc intéressant. Par exemple, pendant un moment, il y a 2 ans à peu près, aux US, tu voyais beaucoup de marketeurs sortir avec la même stratégie, qui était de sortir un bouquin et de le donner gratuitement, mais il fallait payer les frais de port. Donc en gros, tu payais 5 € pour les frais de port et tu avais le bouquin gratuit qui arrivait chez toi, etc. Au lieu de faire un e-book, voilà. Ce truc-là, j'en ai jamais rien fait, mais c'est une idée que j'ai, qui me trotte et qui peut être combinée avec autre chose, en disant, ok, on va faire l'entrée d'un tunnel de vente, etc. Et putain, là, je lis ces trucs comme j'ai dit, ces idées. Et moi, vraiment, là, dans le coup, pas de filtre, je suis à fond, là. Alors, j'ai un autre, là, c'est importé de Chocomucho, France. En gros, aux Philippines, il y a une sorte de bar un peu de type sneakers Mars, qui s'appelle Chocomucho, qui est super bon et vraiment pas cher. Et donc j'ai l'idée de l'importer en France, je suis sûr que ça fera un tabac. C'est le genre de trucs totalement... Et j'ai aussi... Alors, c'est une idée, je sais même pas comment j'ai pu l'avoir. En fait, vendre sur Amazon... Donc je vais te dire comment je l'ai écrit exactement. Boîte des choses qui peuvent servir un jour, mais on sait pas.
Et en gros, c'est totalement débile, mais en fait, c'est vendre sur Amazon une boîte où en gros, tu peux mettre tous les petits objets à la con, tu sais pas vraiment à quoi ça sert ou tu sais pas si ça te sert plus tard, mais tu veux pas les jeter non plus, quoi. Et donc avoir une boîte dédiée Ça à ça. s'appelle une boîte à chaussures. Ah, bah voilà. Pourquoi t'as besoin d'une boîte spéciale? Après ça, c'est une question de marketing, mec. Hein. Tu peux tout vendre en disant que c'est un truc, toi, si tu l'as fait un peu stylé, s'il y a un petit truc, un petit logo marrant dessus, peut-être un petit texte marrant, tu vois, tu peux le marketer, quoi. Ouais. Toi, ça, c'est un bon truc à Kickstarter, toi. Ça, c'était les trucs qui servent à rien. Sur Kickstarter, généralement, ils ont du succès. C'est comme le mec il a pris un cahier normal, mais dessus, il a mis des lignes avec des chiffres, et c'est le cahier pour organiser ton futur. Il y en a beaucoup comme ça. Ah, est-ce que c'est Entrepreneur on Fire? C'est lui, mais il y en a, C'est lui ou il y en c'est a un plein autre? d'autres. Hein. Le nombre de mecs qui te vendent des cahiers d'organisation, ils disent oh, s'organiser sur Internet, c'est trop compliqué, il y a trop de distractions, il faut revenir au papier, etc. Et ça cartonne sur Kickstarter, les gens adorent. Mais ce qui est excellent, c'est que le truc, il s'appelle Freedom Journal. Alors, c'est en gros, c'est carnet de la liberté, tu vois. Et le truc, le mec, il l'a appelé comme ça. J'ai regardé effectivement le contenu. C'est genre, enfin, tu pourrais le faire toi-même. Enfin, le seul truc, c'est que c'est un bel objet. Mais je pense que ça, mine de rien, ça va de plus en plus dans le futur. Même un objet commun qui a pas une fonction géniale, s'il est beau, les gens, ils aiment ça, quoi. Avoir un bel objet, c'est important pour eux. Et ça va un peu d'ailleurs avec le minimalisme, tu vois. Moi, bizarrement, ce genre de carnet, ça pourrait presque m'attirer, tu vois. C'est un beau truc en cuir, toi, ça fait plaisir. Donc je pense que finalement, c'est quand même un. Bon, là, on part dans une tangente pas possible, mais. Un objet, même s'il n'a pas une fonction révolutionnaire, s'il est bien fait, s'il est beau, s'il est agréable, il peut se vendre. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, mon but, c'était pas vraiment de me moquer de ça, c'était de dire que c'est intéressant en termes de tendance. Mais tu regardes aussi Moleskine. Hein. Moleskine, ils ont réussi à vendre des carnets à un prix largement supérieur à leurs concurrents, juste parce que c'était un bel objet, les gens avaient envie de l'avoir. Et en termes psychologiques et marketing, c'est tout à fait cohérent. Parlons de notre élément suivant, parce qu'il faut avancer sur ce podcast, on a tellement de choses à parler. J'ai noté la communication. Et par ça, je voulais dire le fait de pouvoir communiquer clairement et de façon concise avec les gens. Et c'est une compétence que beaucoup de gens n'ont pas quand ils commencent à bosser en ligne. C'est-à-dire que ils sont un peu vagues dans ce qu'ils te racontent, ou ils sont pas précis, ou il faut leur poser beaucoup de questions de clarification. Le fait de pouvoir créer un document qui rassemble absolument toutes les choses que tu as besoin de transmettre sans ambiguïté, c'est une compétence qui s'acquiert au fil du temps. Et en fait, la façon dont tu l'acquiers généralement, c'est que tu en as marre que les gens te demandent des clarifications constantes. C'est particulièrement utile quand tu travailles avec des employés, mais pas seulement. Ou avec des associés, par exemple. Tu vois. Quand on a commencé à faire le podcast Nomad Digital, c'était important pour nous d'avoir les compétences de communication, de pouvoir ensemble être très clair sur ce qu'on allait faire, ce qu'on en attendait, la vision qu'on en avait, de façon à ne pas s'apercevoir qu'au bout de 3 épisodes, on avait des visions différentes de ce qu'on voulait faire. Et donc, on avait une des techniques que j'utilise pour ça, c'est qu'on avait fait un document où on avait tout rassemblé dans un document avec les responsabilités de chacun, l'organisation, les choses à faire, etc. Moi, c'est pas une compétence que j'avais au départ, c'est une compétence que j'ai acquis au fil du temps et qui est bien utile, quel que soit le business que tu vas faire en ligne. Effectivement, je pense que c'est très important de bien communiquer, mais c'est aussi essentiel de pas trop communiquer, en fait. Je pense en général, les humains, on aime bien communiquer, on aime bien discuter. Et le problème, c'est que rapidement, ça peut vous bouffer vos journées. Donc, il faut savoir mettre des stops. Et à ce niveau-là, ça peut être frustrant. Des fois, on peut le prendre personnellement. Moi, c'est des fois quand quelqu'un doit arrêter de me répondre ou clôturer la conversation un peu rapidement, je le prenais un peu personnellement. Et maintenant, je me rends compte que je le fais aux autres. C'est pas contre la personne en particulier, mais c'est juste que voilà, on échange des informations qu'on a besoin d'échanger. On discute 2 secondes, mais après, faut pas que ça s'éternise et faut pas qu'on parle juste pour parler, quoi. Et avec Stan, des fois, ça nous arrive. Je pense que tu le remarques aussi. Des fois, on parle un peu juste pour parler. Sur Skype, par exemple. Et ça, au début, c'est pas très gênant quand vous commencez. Mais quand ensuite vous avez beaucoup d'interlocuteurs, ça peut trop prendre de temps, tout simplement. En fait, moi, ce que tu verras, c'est que parfois, je te parle comme ça de trucs et d'autres. Et d'un coup, je disparais sans prévenir pendant plusieurs heures. Et en fait, c'est quand je commence certaines tâches, en fait, je fais glisser tous mes... Tu vois, j'ai Slack, Skype qui sont ouverts tout le temps, mais je les fais glisser, ils sont notés en Note Disturb, et je les fais glisser après dans le petit truc, tu sais, sur Windows qui cache tes icônes. Et donc, du coup, j'oublie complètement que la conversation existe. Et j'y reviens plusieurs heures plus tard quand j'ai terminé ma tâche, etc. Et c'est quelque chose que je vais commencer à faire, je pense, notamment, parce que
j'ai beaucoup de mal, si je vois mon Skype pop-up, j'ai beaucoup de mal à résister à regarder. Pareil pour Facebook, si j'entends le bruit de Facebook, je vais avoir beaucoup de mal à pas checker ce que c'est. Et je pense dans ce cas-là, plutôt que d'essayer de combattre ça, le mieux c'est justement de le cacher, enfin de le faire disparaître et de pas avoir cette tentation. Ouais, je le cache. Mon téléphone est aussi en silencieux en permanence. Si les gens m'envoient des messages sur Facebook ou des textos, en fait, je les vois que si je regarde directement mon téléphone. Donc, ça ne m'interrompt pas. L'autre élément que j'ai noté et qui est légèrement lié à celui-là, c'est la question de négociation et de deal making, c'est-à-dire la capacité à créer des deals, à créer des marchés avec les gens. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que moi, ça a été vraiment un des leviers principaux qui ont permis de faire grandir mon business. Donc, dans la séduction, c'était beaucoup en faisant de l'affiliation et ensuite en trouvant d'autres personnes pour créer mes produits. C'est l'idée de pouvoir négocier avec quelqu'un dans une optique gagnant-gagnant et de comprendre ce dont les gens ont besoin. Et c'est là, je pense que c'est là la grande incompréhension. Parce que, notamment dans tous les films et tout, tu vois toujours la manière dont ils négocient, c'est vachement brutal, tu sais. C'est genre vachement ferme. Et ça marche pas, ça. Ouais, ils négocient que sur le prix. C'est genre 30, non, 50, ça, non, 35. Je sais pas comment on dit. En anglais, on dit hardball. C'est-à-dire qu'ils sont vachement violents en négociation. Et ça, le problème, c'est que peut-être que si tu es dans une position de force, peut-être que tu gagneras la négociation. Mais le mec, après, il t'aimera pas. Et si tu veux être sur le long terme, c'est perdant. Et même le plus souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego des gens est très fort. Et si tu forces trop les gens, même si tu forces trop les gens, si tu les mets trop dans un coin, si tu les abaisses comme ça en étant trop dur en négociation, ils vont carrément te dire non. Même si ce serait quand même rentable pour eux, c'est désagréable, quoi. Et donc je pense qu'effectivement, partir d'un esprit gagnant-gagnant est très 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 important. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble, c'est ok, tu veux pas juste négocier sur le prix. Donc, tu as parlé à un mec, tu veux faire ce deal-là et tu fais ok, on va faire tel prix là-dessus, mais en échange, est-ce qu'on peut allonger la durée ou quels engagements on peut faire, ou alors qui va garder la liste email, ou alors qui va être le visage du truc, qui va passer plus de temps, moins de temps. Tu vois, les différentes personnes ont différentes ressources disponibles, ont différentes priorités, et si tu peux jouer sur les différentes modalités de ton partenariat de façon à ce que ça avantage tout le monde, c'est bien. Par exemple, quand je travaillais sur Séduction Academy, à un moment donné, je me retrouvais dans la situation où la meilleure façon de faire grandir mon business et de faire plus d'argent, c'était de lancer de nouveaux produits. Le problème, c'est que lancer un produit, ça prend très longtemps, et l'écrire, ça me prenait moi, on va dire 50 heures de ma vie. 50 heures de ma vie devaient être investir là-dedans, sachant qu'à côté, j'avais plein d'autres choses à faire pour faire tourner le marketing. Donc du coup, je vais voir un mec qui, lui, son problème, c'est qu'il a pas beaucoup de clients, il n'a pas une grosse liste, et il s'intéresse pas tant que ça au marketing. Et je vais le voir, je lui dis écoute, tu vas investir beaucoup de ton temps là-dedans. Moi, je vais investir les ressources que j'ai qui sont ma liste et mes compétences marketing, et on va avoir un aspect complémentaire là-dessus. Donc en fait, finalement, avec le mec, je négocie pas sur le prix de savoir combien je vais le payer pour faire le truc. On négocie plus de savoir comment est-ce que on peut chacun éliminer la partie qui nous intéresse pas et garder la partie qui nous intéresse le plus. Et moi, c'est quelque chose que je fais toujours encore aujourd'hui, que ce soit en affiliation ou dans les partenariats que je fais sur Marketing Mania, où par exemple, je vais être prêt à faire des partenariats avec des gens sur, avec un consultant, par exemple. Je fais un partenariat avec un consultant en disant écoute, sous-traite-moi une partie de tes clients Facebook. Du coup, moi, j'ai pas besoin de gérer le client, qui est la partie qui me frustre un peu. Et lui, du coup, le consultant a toute la partie qui l'intéresse, de pouvoir montrer des résultats. Si c'est un consultant en particulier qui crée un tunnel de vente ou qui crée un site, il a besoin d'avoir du trafic sur son site pour avoir des résultats. Donc, il a besoin de moi de ce côté-là, tu vois. Et du coup, c'est plus une négociation sur le prix. C'est juste une négociation sur qu'est-ce que tu peux faire pour moi qui fait avancer ce que je fais déjà. Et je pense que c'est important pour finir de tout au long de la négociation, toujours rappeler qu'est-ce que l'autre personne a à gagner. Toujours bien montrer que voilà, c'est pour ça que c'est intéressant pour la personne. Que ça parte pas dans le délire justement de l'affrontement, il faut éviter à tout prix ça. Je me répète un peu, mais je pense que c'est vraiment un truc. Et en fait, pour un exemple, sur Amazon, je le vois tellement. Amazon FBA, il y a tellement sur les groupes Facebook américains, de mecs qui se la pètent parce qu'ils arrivent à négocier avec leurs fournisseurs, puis après qui se plaignent que leurs fournisseurs leur parlent pas tout, enfin, tu vois, les ignorent un peu. Ouais. C'est normal, si si la personne à la fin elle finit par vous en vouloir, c'est pas une bonne négociation, quoi. Surtout si vous travaillez avec la personne sur le long terme, le fournisseur, ça veut dire qu'il s'en battrait les couilles de vos colis s'ils sont bloqués à la douane, il s'en foutrait, il agira pas dessus, il vous obtiendra peut-être pas les meilleurs prix,
il vous montrera pas les meilleurs produits. Voilà, faut bien considérer qu'effectivement, il n'y a pas que l'aspect argent, il y a aussi tout l'aspect, la relation avec la personne qu'il faut garder à l'esprit. Ouais. Parlons maintenant on a parlé des compétences, parlons des traits de caractère fondamentaux qui sont nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur. Quel est le premier trait de caractère selon toi? Pour moi, c'est la capacité à être obsédé par quelque chose. Ça, pour moi, c'est tellement... parce que justement, récemment, je me suis posé la question. Je regarde beaucoup d'interviews, quoi que ce soit, de gens qui ont réussi dans n'importe quel domaine, hein, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir pourquoi ils ont réussi. Et alors, ils vont tous te donner des méthodes un peu différentes, c'est concrète, mais tous, ils sont obsédés par ce qu'ils font. Tu ne trouveras pas une seule personne qui a réussi dans quelque chose qui n'est pas totalement obsédée par ce sujet. Ça n'existe pas. Tu peux réfléchir, je suis quasiment sûr que tu ne trouveras pas. N'importe quel sportif de haut niveau, il est obsédé par son sport. N'importe quel gros CEO, il est obsédé par sa boîte. C'est quelque chose de généralisé. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cette capacité justement à se plonger totalement dans quelque chose. Pas juste regarder un peu de loin, mais vraiment s'immerger totalement dans le sujet. Lire tout ce qu'il y a à lire, se renseigner partout, agir constamment dessus. Enfin, c'est vraiment... Ouais, je pense que le terme s'immerger est bon en fait. C'est vraiment être entouré de ça. Je pense que tu seras assez d'accord avec ça. Qu'est-ce qui détermine selon toi la capacité à être obsédé? Est-ce que c'est d'avoir trouvé le bon sujet? Est-ce que c'est un certain type de personnalité? Je pense que c'est pas une question de sujet en fait. Parce que moi, pendant une période, j'étais obsédé par les sites d'autorité. Pendant une période, j'étais donc le référencement, tout ça. Après, j'étais obsédé par le dropshipping. Je pense que d'abord, ça passe en premier par un effort conscient. C'est-à-dire qu'il faut prendre la décision, ok, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Toi, de ne pas avoir de retenue. Je pense que la première chose, c'est de ne pas avoir de retenue. Si tu commences déjà un peu à te retenir, tu vas pas arriver. Donc, se plonger à fond. Et ensuite, que ce soit pas que théorique, les informations que tu récupères, qu'elles te permettent ensuite d'améliorer tes résultats. Parce qu'ensuite, effectivement, ça devient un jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup, ils décrivent ça comme ça. Tu l'as dit, je crois que c'était un podcast précédent, qu'au final, ça devient presque un sport, un jeu vidéo, une compétition. Et donc, que tu as un peu ce cercle vertueux de plus tu te plonges dans quelque chose, plus tu as des meilleurs résultats. Plus tu as des meilleurs résultats, plus tu vas encore t'investir dans ce sujet. Je pense que c'est là-dessus. Et effectivement, il y a certaines personnes qui ont plus cette capacité facilement à justement se plonger dans un sujet ou un autre. Parlons de la compétence suivante, du coup. La compétence suivante, c'est l'ego, en fait. C'est gérer son ego. Je pense que moi, honnêtement, ça m'a beaucoup retenu pendant pas mal de temps. C'est que je pense que c'est même pas forcément conscient, en fait. C'est quand on voit quelqu'un qui réussit à quelque chose, si on a l'impression d'être meilleur de cette personne, on va même pas se lancer là-dedans parce qu'on se dit, parce que si jamais on fait moins bien que la personne, concrètement, c'est-à-dire qu'on n'est pas aussi bon qu'on pensait. Donc je pense qu'en général, il faut oublier l'ego. S'il y a quelqu'un que vous considérez comme pas spécialement intelligent, mais qui réussit mieux que vous, regardez pourquoi il réussit mieux que vous. S'il réussit mieux que vous, il y a forcément une raison. Donc peu importe que cette personne qui vous dépasse ait 15 ans de moins ou qu'il sache pas écrire ou que peu importe la raison, faut oublier, faut prendre ce qu'il y a de bon partout où vous pouvez. Moi, j'aurais un truc à ajouter là-dessus qui viendra un peu plus tard, donc sans trop s'avancer. C'est effectivement le fait d'avoir trop d'ego te gêne dans deux façons. La première, comme tu l'as dit, c'est que tu vas pas faire les choses parce que tu as peur que si tu échoues, ça prouvera que tu n'es pas aussi bon que tu le penses. C'est ce que j'appelle le syndrome du bon élève. Quand tu étais un bon élève en classe et que tout le monde te disait toujours « Ah, t'es super intelligent, t'es super intelligent », d'un coup, tu as peur d'échouer parce que du coup, ça montrera que t'es pas si intelligent que tout le monde le croyait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal affecté quand j'ai commencé. Enfin, tu dirais quelle part de ta confiance en toi et de justement ton ego est attachée à ton business? Honnêtement, aussi honnêtement possible en tout cas. Une part assez importante que j'ai essayé, si tu veux, de diminuer au fil du temps. Il y a un article que j'aime beaucoup de Paul Graham, qui est un gourou absolu de la startup américaine. Et l'article en question s'appelle Keep your identity small. Donc, réduis ton identité. C'est l'idée que si tu es trop attaché aux choses, tu es trop attaché et tu peux plus être flexible là-dessus. Et au départ, moi, j'étais vraiment, tu vois, mon identité, c'était d'être un entrepreneur, de réussir, de faire des trucs, d'avoir tel ou tel projet, etc. Et au final, j'étais complètement consommé par ce que je faisais et j'avais beaucoup de mal à modifier. En particulier, j'ai eu beaucoup de mal à avancer au-delà de la séduction
parce que j'étais tellement dans la séduction et les gens avaient tellement d'admiration pour moi dans ce milieu et j'étais tellement un gros poisson dans ce milieu, etc., que ça devenait difficile pour moi de me dire ok, on va repartir de zéro sur un site où personne ne me connaît, sur un podcast où personne m'écoute. Et du coup, j'ai traîné probablement pendant 6 mois le temps de faire ce changement-là, tu vois. Et encore aujourd'hui, j'essaye de pas trop attacher mon ego aux fluctuations quotidiennes, tu vois, de me dire que ok, si un projet ne marche pas, ça veut pas dire que oh, je suis nul, et que si un projet fonctionne, ouais, je suis le roi du monde. C'est vraiment cette fluctuation-là que j'essaye d'éviter. Pour moi, à vrai dire, ça a empiré en fait. Avec la création de Selling Machine, ça a empiré. Parce que concrètement, c'est un peu pareil pour Marketing Mania, mais sur Selling Machine, je pense que c'est encore plus parce que j'ai donné des chiffres. La raison pour laquelle les gens écoutent mes podcasts sur Selling Machine ou lisent mes articles, c'est pas vraiment pour moi en tant que tel. C'est parce que j'ai réussi niveau business. Donc de cette manière, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent me voir, me respectent, effectivement, me parlent beaucoup. C'est pour ce que j'ai accompli en termes de business. Donc de ce point de vue-là, j'ai l'impression que mon ego, à cause de ces machines, s'est retrouvé un peu plus attaché qu'avant à mon business. Parce qu'avant, j'étais totalement anonyme, personne ne savait ce que je faisais en fait. Donc au fond, mon business, c'était que moi. Là, ça a un peu changé, j'ai l'impression que ça empire un peu à ce niveau-là. Ouais, je vois ce que tu par veux exemple, un truc un peu, c'est aussi attaché au fait que les gens te suivent, je vais y arriver. C'est-à-dire que si demain, Amazon FBA, ça commence à totalement capoter de mon côté, je me foire totalement, je gagne plus d'argent, ça marche plus, c'est fini. Mon site Selling Machine, j'aurais plus la crédibilité pour parler de quoi que ce soit. Donc, le fait que les gens me lisent, m'écoutent, c'est vraiment 100% par rapport aux résultats que j'obtiens. Si j'obtiens plus de résultats, les gens vont se barrer. Et du coup, ça fout une certaine pression, je trouve. Ouais. Mais alors voilà, parlons-en. Est-ce que si ton business Amazon FBA se casse la figure, du coup Selling Machine perd sa crédibilité, est-ce que toi tu sens que Paul, en tant qu'individu, a perdu de la valeur? Je pense que j'ai un rock de base très solide en termes de confiance en moi. Tout ça se rajoute un peu, mais de base, bizarrement, c'est un peu débile, mais même quand j'avais rien accompli, quand j'avais rien fait de spécial, j'avais une très grosse confiance en moi, sur certains aspects en tout cas. Notamment mon intelligence. Bizarrement, j'étais pas un très bon élève, mais j'étais toujours persuadé d'être intelligent, tu vois. Donc, je pense pas que ça entamera cette base solide. Par contre, je pense que oui, si ça se casse la gueule, clairement. Le délire, c'est que depuis que j'ai commencé, à peu près tout a fonctionné. Il y a un petit truc un peu sur le côté qui a pas fonctionné, mais j'avais investi une dizaine d'heures, ça compte pas tellement. Mais tout ce que j'ai fait a fonctionné. Donc, c'est une grosse peur que la tendance s'inverse. Ça, c'est une vraie peur pour moi. Ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire, parce que je ressens exactement les mêmes choses. Passons à l'élément suivant. Je pense que c'est sans doute un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. Pour toi, c'est important de savoir se faire payer. Ça, je pense que c'est très important et j'ai dû beaucoup travailler là-dessus. Honnêtement, même mon premier site, je n'osais même pas mettre des pubs AdSense au début. Parce que je pensais, putain, c'est un peu trop quand même, c'est mieux, plus ça gêne un peu, ils peuvent pas lire aussi bien, c'est mieux s'ils ont pas de trucs flashy ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans l'esprit, voilà, en fait, mine de rien que donner du bon contenu et satisfaire les gens et voir que les gens aiment ce que je fais, ça me suffisait en fait. Sauf que ça me suffisait d'un point de vue mental, mais d'un point de vue, faut bien vivre, quoi. Donc j'ai plusieurs étapes à ce niveau-là. Au départ, j'acceptais que ce qui était passif en fait. Par exemple, pour mon premier site d'autorité, je mettais AdSense et l'affiliation. Toi, c'était très passif, c'était pas très violent. J'avais pas cherché l'argent des gens en fait. C'était les gens qui venaient naturellement me donner de l'argent. Et sans s'en rendre compte le plus souvent d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais une discussion il y a, je pense que c'était un an et demi maintenant presque, avec Xavier Jaléran sur le fait de mettre un pop-up pour récupérer les emails. Oh non, même récupérer les emails tout court. Il faut savoir que sur mon site, pendant un an, je récupérais aucun email. Parce que je disais, putain, ça en demande quand même beaucoup aux gens, quoi. Ils ont peut-être pas envie de voir un truc où il faut demander un email. C'est à ce niveau-là, tu vois. C'était vraiment. Bon, je fais un formulaire email, puis après, les gens me disent, si tu mettais un pop-up, tu aurais 10 fois les résultats. Et moi, j'étais là, ouais, mais un pop-up, c'est violent. Moi, j'aime pas quand je vois un pop-up, tu vois, j'aime pas. Et je vais être honnête, j'ai mis le pop-up il y a 1 ou 2 mois. C'est à quel point je tenais justement à mettre au-dessus de tout le fait de satisfaire tout le monde sans jamais les gêner. Et donc, on va accélérer un peu, du coup. Et là, hier, il fait un cas intéressant où il y a un mec, un Américain qui me contacte sur Facebook et qui commence à me poser des questions sur comment vendre en Europe.
Et moi, naturellement, je réponds aux questions. Je me force. Même les emails, j'ai facilement tendance à répondre un pavé complet. Et du coup, il faut que je me force, sinon je passerai mes journées à ça. Il faut que je me force à être plus bref. Et maintenant, d'ailleurs, je réponds même plus aux questions par email. Il faut que les gens laissent les questions en commentaire, comme ça peut servir à plusieurs personnes. Bref. Mais donc, cette personne m'a contacté, elle a commencé à me poser des questions. Et très naturellement, moi j'étais plutôt le soir, j'avais plus grand chose à faire. Bah, je commence à répondre en fait. Je commence à répondre les questions. Et il me pose des questions. Je suis peut-être à la 10e question. Et puis là, j'ai quand même un truc, ça me fait un peu chier. Je dis no offense, but what am I getting out of this? Aucune offense, mais qu'est-ce que j'y gagne moi? Et le mec, naturellement, et ça, je pense que c'est un truc américain, et il me demande combien tu veux. J'aimerais bien t'avoir un call sur Skype de 30 minutes, combien tu veux. Et je lui dis, à ce moment-là, je lui dis $150. Et la raison, c'est que j'avais aucune envie de me lever pour mettre mon micro et ça me faisait chier. Et je lui ai donné un nombre un peu absurde. Et le mec, ok, $150, pas de souci. Et le délire après, c'est que là, je me suis rendu compte, donc il a envoyé l'argent et il a envoyé $200 pour me remercier parce que le call a duré un peu plus de 30 minutes. Tu vois. Et enfin, j'aurais pu passer à côté de $200, mais très facilement, quoi. J'aurais continué à répondre aux questions, je serais passé à côté de $200 pour un travail de 30-35 minutes. Ouais. Et donc, en clair, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si les gens viennent vous poser des questions ou cherchent vos informations ou cherchent vos produits, c'est que ces produits, ces informations apportent de la valeur. Et donc, il n'y a rien de mal à faire payer cette valeur. C'est tout à fait naturel. La raison pour laquelle il m'a payé $200, c'est pas par charité. C'est parce qu'il sait que pour son business, tous les conseils que je lui ai donnés, ça vaudra plus que $200. Et donc, faut pas hésiter à faire payer les gens. C'est comme ça que l'économie fonctionne. C'est naturel. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi pour qui c'est difficile. Et c'est pour ça qu'ils font du blog. Et le dernier, je vais m'arrêter là-dessus après, mais le dernier aspect, c'est que c'est motivant aussi. Faut voir ça comme motivation. Effectivement, un peu comme un jeu. C'est-à-dire que vous pouvez faire un blog avec des milliers de visiteurs par jour. Le fait de recevoir de l'argent pour ça, ça vous met en valeur en fait. Et ça vous pousse à justement continuer à avoir de plus en plus de valeur, à rajouter du contenu. Voilà, c'est aussi une motivation. Donc je m'arrête là-dessus et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se forcer un peu. Ouais, je pense que ça touche beaucoup de monde, hein, en particulier en France. Le fait de devoir demander de l'argent directement à quelqu'un et lui dire « Ok, ça coûte tel prix », et sans faire oh je suis désolé que etc, c'est quelque chose avec lequel pas mal de gens demandent, ou alors ils vont se mettre le prix beaucoup trop bas. Beaucoup de gens ont du mal à vendre plus qu'un e-book à 20 euros, etc., ce qui est très difficile de gagner de l'argent avec, quand au fait ils apportent pas mal de valeur. Ils pourraient probablement faire plus ou offrir quelque chose de plus gros. Moi, ce que j'ai noté là-dessus, et on va revenir un tout petit peu sur la question de l'ego, mais dans un angle différent, c'est que pour moi, un des traits de caractère les plus importants à acquérir, c'est la différence entre l'orientation sur un process et sur un objectif. Et ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que tu évalues ta performance au quotidien. Est-ce que le but, c'est de te dire, OK, il faut que j'atteigne tel chiffre de trafic, tel chiffre d'écoute, tel chiffre de financier, etc. Ou est-ce que tu réfléchis en termes d'action à prendre? Donc, pour prendre l'exemple de Nomade Digital, nous, on peut se dire que sur le podcast, l'objectif, c'est de publier un épisode chaque semaine et de le faire de telle façon, telle façon, telle façon. On n'évalue pas entièrement notre succès, disons, sur le fait qu'on atteigne ou pas un certain chiffre en termes d'audience. Et c'est particulièrement important quand tu vas faire des choses qui vont porter leurs fruits sur le plus long terme. Donc, par exemple, Nomade Digital rapporte pas d'argent pour le moment. On peut considérer que ça apporte du public sur nos autres projets, etc. Mais voilà, c'est pas facile à mesurer. Et si tu mesures tout sur les résultats immédiats que tu peux en tirer, ça peut être facile de se laisser démotiver, en particulier sur les choses du plus long terme. Et donc réfléchir à des process, en particulier dans tout ce qui est de long terme, de réputation, d'audience, etc. Le truc, c'est que la vie, de manière générale, c'est un peu un jeu de probabilité. Et ça, je pense que beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est que, par exemple, imaginons que vous avez deux décisions possibles. Il y en a une qui a 80% de chances de réussir, l'autre a 20% de chances de réussir. Imaginons que c'est la décision 1 qui a 80% de chance. Imaginons que vous prenez la décision 1 et ça échoue. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris la mauvaise décision? Non, vous avez quand même pris la bonne décision. C'est juste que des fois, il y a des choses que vous ne contrôlez pas et c'est une question de probabilité. Et donc, faut pas forcément... En fait, une bonne décision peut avoir des mauvais résultats. Et donc, effectivement, ne pas se concentrer que sur les résultats, c'est important. Il faut voir l'ensemble, en fait. Effectivement, il ne faut pas voir juste ce qui arrive exactement, le résultat. Ça rejoint un peu ce que tu dis de manière un peu différente. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi assez récemment. C'est lié, pour ceux qui sont intéressés par l'analogie, aux histoires de poker, par exemple.
Au poker, tu as une certaine main, tu as certaines cartes qui sont sur la table. Tu peux calculer que ta probabilité de miser sur une certaine main est une probabilité bonne, donc tu as des chances de gagner. Ce qui ne veut pas dire que tu vas gagner à tous les coups. Il y a des cas où, c'est les 10% de chance où tu allais perdre, et donc du coup, ton résultat est mauvais, mais ta décision était bonne. Et c'est pareil en business. Disons que si tu fais, disons pour toi, si tu lances un nouveau produit, que tu as fait tout ton boulot bien, et que le produit échoue pour une raison qui était pas forcément prévisible pour toi, ça a pas de sens pour toi de te dire oh mince, je suis nul, je suis devenu nul à Amazon. C'est juste que t'as fait le bon process, l'objectif n'a pas été atteint, il faut pas forcément le prendre sur toi à tous les coups. Le pendant de ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé avec mon fameux système de Evernote, mais c'est-à-dire de pouvoir réévaluer tes actions passées avec un œil plus ou moins objectif, et de pouvoir reconnaître tes erreurs, reconnaître les endroits où tu avais tort, reconnaître les endroits où il faut changer d'avis. C'est quelque chose qui n'est pas du tout humain. C'est fondamentalement humain de ne pas avoir envie de reconnaître ses erreurs, de s'accrocher aux choses, de s'accrocher à son ego, son identité. Mais si tu veux être entrepreneur dans un milieu où ça change beaucoup et où il n'y a pas vraiment de règles fixes sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, il faut vraiment apprendre à accepter que tu avais tort et à changer d'avis. Et pour te donner un exemple de ça, il y a un moment donné où j'avais un produit qui était vendu à 100 euros. Et j'étais convaincu absolument que 100 euros c'était le prix maximum, on ne pouvait pas aller plus haut parce que les gens se plaignaient déjà que c'était trop cher. Et à un moment donné, on a fini par doubler le prix, on l'a mis à 200 euros avec exactement les mêmes ventes. Donc en grosso modo, on a doublé le chiffre d'affaires sur ce produit-là. La seule chose qu'on a fait, c'est changer le prix. Et donc voilà, si ça demandait, si tu veux, de réévaluer une opinion qui était pour moi quelque chose de fixe, que je défendais dans des conversations véhéments, je disais, ok, non, mais 100 euros, vraiment, les gens se plaignent déjà, juste sur un marché qui n'a pas beaucoup d'argent, etc. Il s'avérait que cette idée que je croyais à fond était fausse, et le fait d'avoir pris aussi longtemps probablement à la reconnaître, ça m'a fait perdre pas mal d'argent. Pendant pas mal de mois, on perdait ce chiffre d'affaires-là supplémentaire. Et il est encore possible que peut-être que si aujourd'hui je me dis ok 200 euros c'est le prix, peut-être que si j'allais à 300 ou 400 on pourrait faire encore plus de ventes. Sur ce, on va passer à notre petite anecdote. Juste avant l'anecdote, on se fait un petit coup sur les évaluations iTunes. Donc, on remercie déjà tous ceux qui nous ont laissé des évaluations sur iTunes. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous connaissez le pitch habituel. Je pense que vous commencez à être habitué. C'est un gros boost pour nous. Si vous pouvez aller nous laisser une évaluation sur iTunes, ou alors, si vous pouvez nous laisser un message vocal, vu qu'on a commencé à prendre maintenant vos messages. Donc, si vous voulez laisser une évaluation ou un message vocal, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur notre site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Et puis, bien sûr, il y aura tous les liens, toutes les infos là-dessus, avec les archives du podcast. Donc, on arrive sur la petite anecdote. Comme le podcast est déjà assez long, j'en ai choisi une qui est très très courte. Récemment, je suis rentré en France. Et mon vol, qui partait de Ho Chi Minh, avait une escale à Mumbai en Inde. Et la façon dont ils gèrent les escales en Inde, c'est que tu as un bureau avec derrière un mec, et le mec a un cahier. Et quand tu vas parler au mec sur son cahier, il a marqué les noms sur un papier de tous les gens qui doivent faire une escale avec une transition, et ensuite il barre ton nom dans la colonne. Donc littéralement à l'aéroport en Inde, le mec a un cahier avec marqué l'ensemble des noms des passagers et il les barre un par un à la main, ce que je trouvais assez marrant. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné à ce mec là un ordinateur. Mais c'est assez commun dans les petits aéroports. Dans les petits aéroports, notamment aux Philippines, c'est très commun aussi juste pour la liste des passagers. C'est effectivement ils ont une liste et ils les rayent une par une. Donc c'est mais c'est assez marrant de voir que des fois aussi ça. Bon là, je pense pas que ce soit le plus efficace. Mais dans certains domaines, tu te rends compte que des fois, on gagnerait peut-être à revenir un peu en arrière et justement à réutiliser un peu les trucs les plus simples. Et notamment, en l'occurrence, c'est aussi que comment expliquer, tu peux pas apprendre un canard à faire de la poterie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains employés, ce sera quasiment impossible de les faire adopter les nouvelles technologies. Et si ce qui fonctionne actuellement fonctionne bien, pourquoi pas. Ouais, mais c'était quand même étonnant dans un grand aéroport international. Quand même, c'est Mumbai, c'est une des plus grandes villes du monde. Effectivement, c'est différent. Et en plus, en Inde, les contrôles de sécurité, il y a beaucoup de terrorisme, donc les contrôles de sécurité sont vraiment sérieux. J'ai été étonné qu'ils avaient peut-être d'ailleurs que c'est pour la sécurité. Peut-être qu'ils se disent que les ordinateurs peuvent être hackés par les Pakistanais, mais qu'un cahier en papier, il n'y a pas moyen de le faire. Je sais pas. Ou alors peut-être que tout simplement l'ordinateur était en panne. Hein. C'était juste une anecdote comme ça.
Parlons de notre section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous conseilles aujourd'hui? Je vais faire très très court. J'ai juste un truc à dire par rapport à ça, un truc que j'ai lu récemment, je vais très très court. C'est les codes nucléaires américains, ou en tout cas le système nucléaire américain fonctionne encore avec des disquettes. Et l'idée, c'est des disquettes et des très très vieux ordinateurs. Et l'idée, c'est que justement, ces ordinateurs sont pas, voilà, c'est pas en ligne, c'est pas du tout, c'est en intranet avec des vieilles disquettes à la con, plus personne sait les faire. Donc comme ça, c'est beaucoup plus secure. Ouais, c'est drôle, ouais. Et je suppose aussi que ça leur permet de effectivement limiter le nombre de gens qui sont au courant, vu que la techno ne doit pas trop changer. Ils n'ont pas besoin de la mettre à jour. Effectivement, ouais. Donc, quelle est ta recommandation aujourd'hui dans la section lifestyle? Alors, c'est un podcast qui s'appelle Startup e-Corner. Ce qui est intéressant avec ce podcast, c'est que c'est justement du très haut niveau. C'est un truc qu'organise, je crois, Harvard. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est Harvard. Et en fait, ils invitent des gros entrepreneurs. Hein. C'est par exemple le fondateur de Stripe, il y a eu. C'est vraiment du gros niveau. Et en fait, ces personnes-là font ce qu'on appelle une lecture, donc un cours en amphi, et c'est enregistré. Donc c'est très positif. Ce qui est positif, c'est que c'est vraiment du haut niveau. C'est vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Ce qui est un peu négatif, c'est qu'en fait, ils parlent à une audience qui n'est pas toi, en fait. Et tu ressens assez rapidement que toi, c'est différent d'un podcast, ils ne te parlent pas directement à toi. Donc des fois, tu perds un peu la qualité du son, et par exemple, n'est pas géniale. Donc ce sera un peu les points négatifs. Mais voilà, c'est la qualité qu'on pense pour ça. Tu peux nous épeler le domaine? Le domaine, c'est-à-dire? La raison, c'est que j'ai trouvé deux startup corners différents. Il y a startupcorner.org ou eCorner. Startup e-Corner, c'est ça. Et c'est un truc. Donc c'est Stanford. ecorner.stanford.edu. Par Harvard, c'est Stanford. Effectivement, c'est un podcast, c'est des interviews des gens vraiment de haut niveau. Je recommande notamment d'écouter justement celui où ils interrogent le mec qui fait Stripe. Et c'est très intéressant la manière dont ils ont commencé leur startup. Moi, j'admire beaucoup Stripe parce que je trouve qu'ils font beaucoup de choses très bien. Ils n'ont pas inventé la roue, hein, mais ils font les choses proprement, quoi. C'est vraiment pratique à utiliser. Ils ont directement compris que ils devaient cibler les développeurs parce que c'est eux qui mettaient les systèmes de paiement en place. Et donc, non, je trouve ça très intéressant. Ok. Moi, pour introduire ma recommandation, je voudrais revenir sur un sujet dont on a parlé entre les deux podcasts qu'on vient d'enregistrer. Paul, est-ce que tu peux nous parler de la méditation? Alors, la méditation, je peux en parler, mais j'y connais pas grand-chose. J'ai essayé plusieurs fois, j'y arrive pas. Alors que pourtant, je pense que ça me serait très bénéfique parce que j'ai tendance, mon esprit part un peu dans tous les sens. Donc, ce serait quelque chose de très bénéfique, mais justement, pour cette raison-là, j'ai du mal à faire la méditation, à rester posé quelques minutes. Mais on en a parlé avec Stan et maintenant je suis de plus en plus convaincu que c'est ce qu'il me faut. Il faut absolument que je commence à méditer. Donc on s'est dit que dans 2 semaines, donc dans 2 podcasts, je parlerai de mes résultats et pendant ces 2 semaines, tous les jours, je vais méditer. Peut-être des petites dires au début, mais tous les jours. Et justement, on parlera de ces résultats. Et Stan m'a recommandé une application que je connaissais déjà, que je vous recommande aussi, qui s'appelle Headspace. C'est justement, on va dire, un coach en méditation en ligne. Peut-être que tu pourras mieux en parler, tu connais mieux. Ouais. Donc, Headspace, c'est une application que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou sur votre ordinateur et qui vous fait des méditations guidées essentiellement, mais qui sont avec un sens de progression. Il y a tout un aspect gamification dans Headspace. Donc, en gros, chaque jour, tu viens, tu fais ta nouvelle méditation, ils te disent combien de temps tu as fait, tu passes de 10 minutes à 15 minutes, à 20 minutes. Donc, il y a un système de progression un petit peu comme ça qui est assez sympa. Mais surtout, moi, ce que j'apprécie beaucoup sur Headspace, c'est que c'est assez facile de se mettre dedans. Donc moi, la méditation, je fais depuis longtemps, mais je suis vraiment on and off. Donc parfois, je vais le faire assez sérieusement et parfois, je vais zapper pendant longtemps. Et quand tu zappes pendant longtemps ou quand tu commences à partir de rien, c'est dur de commencer. Au départ, tu t'es assis pendant 10 minutes et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Tu sais pas quoi faire de toi-même, tu as envie de bondir, de faire autre chose, de bosser, etc. Headspace, je trouve, rend cette transition plus facile. Et l'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas dans Headspace de wouhou, il n'y a pas de méditation avec le Bouddha, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de connecter avec l'univers, etc. Tu peux le télécharger, les 10 premières sessions sont gratuites, après il y a un petit prix mensuel, je ne sais pas si c'est 5 ou 6 euros par mois, mais le départ est gratuit, donc n'importe qui peut télécharger, peut essayer. C'est anglophone, donc il faut parler anglais. Mais moi je trouve ça vraiment efficace, c'est vraiment joli, c'est agréable à utiliser et puis ça te permet, voilà, c'est le genre de choses qui permet de simplifier une habitude et de prendre la discipline et tout ce qui peut faciliter le départ dans une habitude a beaucoup de valeur et voilà, même pour moi qui
m'intéresse à la méditation depuis longtemps, qui en tire des valeurs en termes, voilà, justement, on en parlait tout à l'heure, d'ego et de se détacher un petit peu des choses au quotidien et de voir plutôt les choses de plus haut et d'être moins impatient et d'être plus calme. Moi, j'en ai tiré beaucoup d'avantages et je connais beaucoup de personnes aussi qui utilisent cette application et qui ont enfin, après des mois ou des années à essayer, ont enfin pu obtenir l'habitude quotidienne. Parce que c'est là vraiment où tu vas avoir de la valeur, quoi. Si tu le fais 2 fois par semaine, ça n'a pas grand intérêt. Il faut vraiment le faire tous les jours. Donc sur ce, c'est là qu'on se quitte. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, on vous attend sur notre site à l'adresse nomadedigitalpodcast.com où vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, vous pouvez retrouver tous les épisodes présents, passés et futurs. Vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit sur iTunes, par email. Vous pouvez nous laisser une évaluation sur iTunes, faites-le. Ou vous pouvez nous laisser un message vocal et peut-être avoir la chance incroyable d'être présent dans un prochain épisode. Donc sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. À jeudi prochain où on essaiera de faire un peu plus court.